Comment Maigret, le personnage, est-il né? Eh bien ça, je n'en sais rien. C'est pas un hasard, lui, quand même. Oui, tout à fait par hasard. Je me suis souvenu probablement des commissaires que j'avais connus lorsque j'étais journaliste, puisque j'allais faire le tour des commissariats tous les jours. Un reporter a beaucoup de contacts avec la police. Je me suis par conséquent souvenu des vrais policiers. Et à ce moment-là, il y avait peut-être une raison de choisir ce personnage. C'est qu'en France, à cette époque, le héros d'un roman policier était nécessairement ou le cambrioleur ou l'assassin, ou alors un amateur, soit un journaliste comme Rouletabille. Vous comprenez, le policier devait être toujours l'imbécile et le personnage antipathique. Alors comme j'avais beaucoup fréquenté les policiers, je me suis dit pourquoi pas faire un vrai policier, tel qu'ils sont à peu près dans la vie. Et j'ai fait Maigret. Mais vous avez respecté une loi du genre, parce que très souvent dans vos romans, les autres policiers, à part Maigret, participent aussi de la condamnation que vous dites, là. Oh, ça dépend. Regardez Janvier, par exemple, Lucas, etc. sont vraiment comme vous les rencontreriez au Quai des Orfèvres. D'ailleurs, depuis. À ce moment-là, je n'avais jamais mis les pieds au Quai des Orfèvres quand j'ai écrit Maigret. C'est eux qui m'ont demandé après de venir visiter le Quai des Orfèvres. J'y suis allé, ils m'ont reçu très gentiment d'ailleurs, et m'ont montré des tas de personnages qui ressemblaient tout à fait aux personnages de mes romans. Et maintenant, Massu vient d'écrire ses mémoires, par exemple, où il dit nettement que il est le commissaire Maigret, et que tous ces interrogatoires, il les raconte, sont exactement faits comme mes interrogatoires à la chansonnette. Je sais bien que vos lecteurs savent, eux, se rendre compte, sont parfaitement conscients de ce qui leur plaît dans vos livres. Mais je serais curieux de savoir comment vous-même vous expliquez cet immense succès qu'ont rencontré vos romans. Je ne sais pas, mais peut-être... Qu'est-ce qui vous a étonné d'abord vous-même? Pas celui des Maigret, parce que ça j'étais sûr, n'est-ce pas? J'étais certain, enfin là encore, je suis vraiment immodeste, mais lorsque j'ai dit à Fayard, vous allez publier une série de ces romans, ça je vais vous raconter cette petite histoire parce qu'elle est peut-être drôle. Fayard était mon principal acheteur de romans populaires, parce qu'il avait 5 collections de romans populaires, alors je travaillais pour Fayard, je lui faisais 6 ou 7 romans par mois, sous des signatures, Georges Sim, Christian Brûle, Sarah Mies, Jean Dupéry, enfin j'avais 17 signatures. Et un jour, je suis venu avec les Maigret, et j'ai dit voilà, on va lancer une collection de romans semi-littéraires à 6 francs au lieu d'un franc 85, et qui seront les Maigret, la série des Maigret. Alors Fayard me dit, vous en avez déjà écrit? Oui, j'en ai écrit 2 pour vous montrer le genre. Alors il les lit, et le père Fayard paraissait pour un très grand connaisseur en édition. Alors il me fait venir 8 jours après, il me dit, il parlait un peu comme ça, c'était un gros monsieur très important, grand croix de la Légion d'honneur, enfin, tu dis, mon petit Sim, vous comprenez, vos romans ne correspondent à rien. Comme roman policier, d'abord, ça ne tient pas debout, parce qu'il n'y a pas un vrai problème. Un roman policier, c'est une partie d'échecs, eh bien, c'est pas une partie d'échecs, vos romans. Deuxièmement, votre héros, Maigret, qu'est-ce qui va s'intéresser à un commissaire qui n'est pas du tout ni beau garçon, ni rien du tout, qui a 45 ans, qui est marié, Ensuite, il n'y a pas d'amour, et ensuite, il n'y a pas de personnages sympathiques et de personnages antipathiques, ils sont tous moitié-moitié, et enfin, ça finit presque toujours mal. Alors, il me dit, nous allons à un désastre. Ben, je dis, alors vous ne les publiez pas? Si, on va essayer, il me dit. Voilà l'histoire du lancement des Maigret. Ça, je vous assure que cette scène est authentique. Alors, donc ça, j'étais sûr de moi pour cela. Autant je suis peu sûr du point de vue littéraire, autant pour les Maigret, j'étais sûr à cette époque. Mais quand vous me demandez pourquoi le lecteur m'a assez bien suivi, je pense que c'est parce que je m'intéresse plus à des personnages, à des êtres humains tels qu'ils sont, qu'à une histoire. En réalité, mes romans ont très peu d'histoire, mais j'essaye d'avoir des personnages vraiment tels qu'ils sont dans la vie. J'essaye d'avoir l'homme à peu près tel qu'il est. Et d'après les lettres que je reçois, en tout cas, la plupart des gens se reconnaissent dans certains de mes personnages ou dans mes romans. Et je crois que c'est pour ça qu'ils le lisent. Vous parlez de lettres, et justement, je voulais vous demander si vous recevez des lettres. Ça, je sais bien que la réponse est oui, et vous devez en recevoir un nombre considérable, mais qu'est-ce que les gens ont à vous dire? Eh bien justement, c'est ça qui me donne une petite idée, n'est-ce pas? Jadis, les romanciers, je suppose qu'il y en a encore maintenant, recevaient des lettres d'admiratrices, mon cher maître, etc., vous savez. Pas du tout. Je ne reçois jamais de lettres d'admiratrices, mais je reçois des lettres de gens qui ont un problème. Presque toutes les lettres que je reçois, c'est pour me demander conseil. Des gens qui ont un problème relativement assez intime, tantôt conjugal, tantôt avec leurs enfants, tantôt pour des questions de profession, etc. Ou dans tous les sens, un problème psychologique quelconque, et qui me disent, voilà, j'ai l'impression que vous me comprendrez, j'ai lu vos romans, et vous devez au moins comprendre cela.
Et alors, ils m'écrivent et ils m'exposent leur cas en long, en large et en travers. Et j'essaye quelquefois de les démêler. Ça m'arrive quelquefois d'ailleurs que ça réussisse. C'est assez rare, mais ça arrive. Et est-ce que les Maigret vous attirent un type de réaction tout à fait différent que les autres romans? Je ne crois pas. Je crois que c'est un stade, là aussi. Les gens commencent par les Maigret, n'est-ce pas? Et puis, ils s'habituent à cette façon de voir les hommes, si je puis dire. Comme Fayard disait, ni bon ni mauvais, ni innocent ni coupable. Enfin, l'homme tel qu'il est, avec du bon, du mauvais, de la terre et du feu. Alors, quand ils sont habitués à ça, je dirais bien qu'ils passent aux autres presque sans s'en apercevoir. Ils ne s'aperçoivent pas tout de suite qu'il n'y a pas de Maigret dans les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est par un système ou si c'est par une décision bien nette de votre part que les Maigret en particulier sont toujours des ouvrages brefs ou si ça répond à une forme de votre esprit ou une... Non, tous mes romans, sauf, je crois, Pédigré et un ou deux que j'ai écrits il y a assez longtemps, ont à peu près la même longueur et c'est une question uniquement de force physique, c'est une question de nerfs. Je ne suis capable d'écrire qu'à la file, c'est-à-dire j'écris un roman en 8 à 11 jours maximum, en écrivant tous les matins un chapitre entier, et en vivant jour et nuit, je dirais bien, dans la peau de mes personnages. Eh bien, c'est un effort physique, je dirais bien, et qui est tel qu'après 8 ou 10 jours, je lâche. C'est pas possible de durer plus longtemps dans la peau d'un autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si un acteur devait continuer à jouer son rôle, non pas pendant 3 heures un soir, mais à le jouer pendant 3 jours, jour et nuit. Eh bien, il y a un moment, c'est là que j'imagine ce que doit être un espion, par exemple, le type qui doit vivre dans la peau d'un autre sous une fausse identité, et un faux physique, je dirais bien, jour et nuit pendant des mois. Moi, je peux le faire 8 à 11 jours, mais pas plus. Alors, calculez, 8 à 11 jours à... C'est uniquement ce qui détermine la longueur de mes romans. Mais malgré tout, est-ce que vous aimez écrire? J'adore. D'ailleurs, quand je reste 3 mois sans écrire, je deviens à peu près malade. Réellement, d'ailleurs, je sais que je vais commencer à écrire, ou plutôt c'est ma femme qui le sait la première. C'est beaucoup plus drôle. Elle sait avant moi quand je vais écrire un roman. Nous sommes par exemple tranquillement à mener une vie de famille normale, et puis tout à coup, elle me voit grognon, mal dans ma peau, elle sent ça, des tas de petits riens. Et dès ce moment-là, elle prévient sa secrétaire, elle dit, bon, il va falloir clear the desk, vous savez, enlever toutes les petites choses embêtantes, liquider les visites d'éditeurs étrangers ou de producteurs, parce que j'ai beau ne pas les voir, de savoir qu'ils sont dans la maison, même à ce moment-là, ça me gêne. Alors elle prépare tout, de façon à ce que la vie devienne bien calme, etc. Et tout à coup, je lui dis, tiens, je vais commencer un roman dans 2 jours. Mais je sais, tout est prêt. Et en effet, à ce moment-là, je commence. Et au moment où vous vous y mettez quand même, vous y pensez depuis quelque temps, non? Pas consciemment, non. Pas consciemment. Je commence à y penser vraiment consciemment 48 heures avant d'écrire. Et à ce moment-là, ça part généralement, je fais une grande promenade à pied, et tout en marchant, je cherche une ambiance, si je puis dire. La première chose que je cherche, c'est une odeur, enfin ce qui me vient, c'est généralement une odeur. Tenez, une odeur de noisetier, par exemple, va me rappeler telle campagne où j'étais il y a 25 ans, mettons. Eh bien, j'en vois cette campagne, j'en vois le chemin, j'en vois les gens, petit à petit, telle maison. Alors je me dis, bon, qui vit dans cette maison? Et je commence à créer toute une famille qui vit dans cette maison. Je vois la période de l'année, est-ce que ça va être l'hiver, est-ce que ça va être l'été? Je vais tout bâtir en tête, un petit monde, un microcosme, n'est-ce pas? Et alors, quand tout cela est fait, je reviens à la maison, je cherche dans les annuaires du téléphone des noms qui aillent avec mes personnages, je leur donne un état civil, une grand-mère, un grand-père, enfin tout, des choses qui ne serviront jamais. Leur numéro de téléphone, dans la maison, je sais si les portes ouvrent à droite ou ouvrent à gauche, si le couloir est tapissé de vert ou tapissé de bleu. J'ai besoin de sentir tout ça exactement comme si c'était réel. Et c'est tout noté avant que vous commenciez la rédaction? Oui, tout ça en croquis à peine lisible, c'est vraiment noté pour moi. Et alors la question est, étant donné ces gens-là, dans tel milieu, qu'est-ce qui peut leur arriver qui les oblige à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes? Parce que tout le monde dans la vie peut être un héros de roman. S'il ne l'est pas, c'est parce que les circonstances ne l'y ont pas poussé. Mais comment entendez-vous aller jusqu'au bout d'eux-mêmes? Eh bien, chacun de nous arrive plus ou moins à se contenter de la vie moyenne qui lui est échue. Il est évident que cette vie moyenne n'est pas une vie de tragédie. C'est-à-dire, du point de vue de la tragédie, c'est une vie plate et morne. Du point de vue de la tragédie, je ne parle pas du point de vue du bonheur, ni du point de vue de la paix des peuples, n'est-ce pas? Mais qu'arrivent certaines choses
quelqu'un est tout à coup obligé d'aller jusqu'au bout de ses possibilités. Enfin, prenons le cas des héros. Supposons, prenons la dernière guerre. Vous avez des tas de héros de la Royal Air Force, des héros d'aviation américaine, etc., qui à 22, 23 ans ont vraiment fait des choses extraordinaires. Mais certains étaient sortis derrière un rayon d'épicerie, ou de 5, 10, 15. S'il n'y avait pas eu la guerre, ces gens seraient restés des épiciers. Or, tout à coup, ils sont devenus des héros. Grâce à la guerre, en quelque sorte. Vous avez la même chose en Marle. Vous avez des soldats qui sont partis pour la guerre, qui étaient de braves employés de banque ou n'importe quoi, qui à un moment donné se sont trouvés dans une armée d'occupation, et qui là, y ont fait des actes qu'ils n'auraient jamais fait sans cela. Et pour lesquels, en temps de paix, ils auraient été mis en prison pour le reste de leur jour. Donc, voilà un choc, en quelque sorte, qui, en bien ou en mal, a changé complètement la vie de certains individus. Eh bien, c'est la même chose, en somme, pour tous les personnages. Si vous mettez un personnage dans une situation de, vous allez voir comment il va réagir et vous allez pouvoir le voir aller jusqu'au bout de lui-même. C'est ça, un roman. D'ailleurs, la définition n'est pas de moi, elle est de Balzac. On lui demandait qu'est-ce qu'un héros de roman, et Balzac répondait, c'est n'importe qui dans la rue, mais qui va jusqu'au bout de lui-même. Mais quand vous commencez, vous, le roman, quand vous écrivez les 5 premières lignes? Je ne connais pas les réactions de mon personnage. Je connais mon personnage, je sais ce qui lui arrive et je me demande comment il va réagir. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'entrer dans sa peau, pour appeler entrer en transe, si je puis dire, d'entrer dans sa peau, et de sentir comment il va se comporter. Alors vous êtes comme nous, les lecteurs, vous savez. C'est ça, je suis exactement comme vous. Et ma femme pourra vous dire que, à l'avant-dernier chapitre, je suis incapable de dire comment ça va se terminer. Et ça, très sincèrement. Et si je vous entends bien, quand vous écrivez un roman, vous ne pensez pas du tout aux gens qui vont le lire. Vous pensez aux personnages qui vivent. C'est exact. Je ne pense pas du tout aux gens qui vont le lire. Jamais je n'ai écrit quelque chose, sauf quand je faisais du travail des romans populaires, jamais je n'ai rien écrit en vue de plaire au lecteur. Oui, vous avez dit quelque part d'ailleurs que vous aviez essayé d'oublier, enfin je vous cite sûrement mal parce qu'on cite toujours mal, vous aviez essayé d'oublier toutes les formes littéraires avant vous. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Eh bien, d'oublier tous les styles, parce que chaque époque a eu un style, la nôtre en a certainement un aussi, et même en a plusieurs. À mon avis, il faut oublier complètement le style pour, sans le vouloir, en faire un soi-même. C'est-à-dire, le style, qui disait le style c'est l'homme, mais à condition que l'homme ne se force pas, à condition qu'il écrive vraiment comme il sent. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que la citation à laquelle vous faites allusion, c'est ce qu'on m'avait demandé en Angleterre un jour justement à la radio. On me demandait, je parlais à un auditoire uniquement dans les écoles de gens de 17 ans à peu près. Et on me posait la question suivante, supposez que votre fils, qui a 17 ans, vous dise, Daddy, je voudrais devenir romancier, quel conseil lui donneriez-vous? Vous avez justement des milliers de jeunes gens de 17 ans à l'écoute, répondez. J'ai répondu, mais comme conseil, lire tous les classiques d'abord, à fond, tous les classiques, les étudier du mieux. Ensuite, lire tout ce qui tombe sur la tête, sous la main, jusque vers 23, 24 ans. Ensuite, ne plus lire. Vivre avec une majuscule et écrire, en jetant tout au fur et à mesure jusqu'à ce qu'enfin on ait trouvé sa forme à soi. Voilà à peu près, je crois, ce à quoi vous faisiez allusion. Vous dites conseiller aux jeunes à partir de 23 ans de ne plus lire et alors de se mettre à travailler. Oui. Mais un homme qui écrit autant que vous ne peut certainement pas ne pas lire. Je lis énormément, mais pas du tout de fiction, comme on dit, c'est-à-dire pas du tout de littérature proprement dite. Je lis énormément d'œuvres historiques, surtout d'œuvres de première main, c'est-à-dire des mémoires, des correspondances, ou alors des ouvrages de biologie, de médecine, etc., de psychologie. Mais dites-vous bien que pour un auteur, lire de la littérature, c'est comme si on mangeait de la nourriture déjà mâchée et déjà distillée, vous comprenez ce que je veux dire? Un auteur ne doit pas lire. Et d'ailleurs, je refuse absolument de lire un roman. Pour une bonne raison, c'est que ça peut m'influencer. Mon Dieu, je ne crois plus que ça influencerait ni mon style, ni ma façon de voir le monde. J'ai passé l'âge, je crois, où on est très influençable, mais ça pourrait par exemple m'empêcher d'écrire. Enfin, supposez que j'ai plus ou moins en tête d'écrire un roman sur les relations de père-enfant, par exemple, ce qui m'est arrivé d'ailleurs assez récemment. Et supposez que la veille d'écrire un roman comme ça, je lise un livre sur le même sujet. Je vais me dire, ben non, à quoi bon, il vient de traiter mon sujet.
Si je ne le sais pas, je vais écrire certainement une chose très différente de ce que le bonhomme a écrit, de ce que mon confrère a écrit. Mais si je l'ai lu, je vais être impressionné, je vais avoir peur d'écrire la même chose que lui, etc. Je vais très mal écrire. Alors c'est une sorte d'ascèse qu'un auteur doit s'imposer, Je même quand ça pense. vous tenterait de lire. Et la plupart le font. Vous savez, je sais par exemple que Hemingway est comme moi, je sais que Faulkner ne lit pas non plus d'œuvres d'imagination, jamais, et pour la même raison. Ça l'embarrasserait. Oui, relire les classiques, ça m'arrive, Ouais, de relire Dostoïevski, de relire Gogol, tout ça, ça c'est complètement différent parce que on sait déjà ce qu'ils ont écrit, etc. Il s'agit uniquement de leur lire pour son plaisir, mais lire des œuvres, enfin par exemple maintenant on parle de toute une nouvelle vague en littérature, eh bien je suis persuadé que si je la lisais, eh bien je me dirais, mais en quoi est-ce nouveau? Est-ce que c'est tellement différent de moi? Est-ce que moi je ne commence pas à devenir un vieux jeton? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me mette à la mode du jour, etc. Je serais très embarrassé probablement, tandis qu'en l'ignorant complètement, je suis sûr de ne pas faire de bévue. Et est-ce que c'est aussi par ascèse d'auteur que vous avez été nomade pendant si longtemps? Enfin, peut-être l'êtes-vous encore. Je le suis encore, je crois, enfin, dans chaque maison, vous savez, j'imagine que j'y suis pour toute ma vie. Chaque fois que je m'installe, c'est à vie. Et puis 3 ans après, je m'en vais. Non, je crois que c'est tout simplement dans mon caractère. Parce que jamais je ne vais dans un pays, dans une ville ou dans une région quelconque en me disant, tiens, je vais écrire sur ce pays-là. Jamais, jamais. Et voilà maintenant 3 ans que je suis en Suisse, je n'ai pas écrit une ligne sur la Suisse. Quand j'étais aux États-Unis, il a fallu au moins 5 ans de résidence aux États-Unis avant que je n'écrive sur les États-Unis. Il fallait que je le connaisse vraiment bien. Et par exemple, lorsque je vois mes amis anglais, il y a 30 ans que je vais à Londres à peu près tous les ans, donc je connais bien la ville aussi bien que Paris. Je n'ai jamais écrit une ligne sur Londres, ou à peu près. Bien pourquoi? Parce que je n'ai jamais été contribuable anglais avec mes enfants allant dans une école anglaise, avec ma maison installée, vous savez, mon mobilier, etc. Dans chaque pays, j'ai besoin d'être chez moi, d'avoir ma maison, mes meubles, l'école de mes enfants, etc. Et mon percepteur. Qui fait partie du paysage. Qui fait partie. On connaît un pays quand on connaît le percepteur aussi. Mais vous pouvez séjourner en un endroit défini et le retrouver seulement 10 ans, 15 ans après. Alors là, il est déjà décanté, vous comprenez? Si vous écrivez au moment même sur un pays, vous allez faire un reportage. Vous ne ferez pas du roman. Il faut un long temps pour que ça se décante à votre insu. Enfin, prenons un cas. Quand je suis revenu pour la première fois en France en 52, après près de 10 ans d'Amérique, on m'a dit, mais comment faites-vous là-bas pour écrire sur Paris et le faire d'une façon aussi vivante alors que vous êtes en plein dans la campagne américaine? Mais je dis, écoutez, faites une expérience. Mettez-vous aux Champs-Élysées et essayez en une page de décrire les Champs-Élysées. Vous allez y mettre beaucoup trop de détails parce que vous allez vouloir tout mettre. Et puis ce ne sera pas les Champs-Élysées du tout. Maintenant, allez au fond de l'Afrique et commencez à rêver aux Champs-Élysées. Vous allez mettre 3 traits, pas plus. Et vous aurez les Champs-Élysées. Parce que vous verrez ce qui reste d'essentiel avec l'éloignement. Vous parlez de ce danger, vous parliez tout à l'heure de ce danger d'être influencé par une lecture que vous feriez. Mais une question qu'on se pose devant une œuvre qui a l'amplitude de la vôtre, on se demande, quand on a écrit autant que vous le faites, que vous l'avez fait, Oui. est-ce que vous n'avez pas parfois l'inquiétude de créer un personnage que vous avez déjà créé? Enfin, il doit vivre en vous quand même. Je comprends la question. Ça m'arrive en effet, non pas d'avoir l'inquiétude, mais lorsque comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de me promener en cherchant une ambiance, en cherchant une famille, etc. Enfin, le point de départ d'un roman, la ligne mélodique d'un roman, il m'arrive pendant 1 heure en marchant de créer comme ça toute une ambiance, de créer tout un sol solide. Et puis brusquement, je dis, mais je suis en train d'essayer de réécrire, par exemple, La fuite de Monsieur Monde ou un autre. Je me souviens tout à coup que c'est déjà fait. Mais attention, dans ce domaine-là, il y a tout de même une remarque à faire. C'est que des personnages peuvent être cousins, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages dans la vie qui appartiennent à des types, des grands types généraux, il n'y en a pas tellement. Donc dans un roman, il y a aussi des personnages qui peuvent plus ou moins se ressembler. Mais il y a en outre, pour les thèmes, une autre question. Je parlais tout à l'heure de la question du père et du fils, par exemple, enfin de la question du père de famille et de ses enfants, des rapports entre 2 générations. Eh bien, je crois que j'ai traité ça au moins 3 fois, mais à des âges différents. Et on le fait tout différemment. Il est évident qu'à 20 ans, on a une idée déterminée des relations entre les parents et les enfants. À 40 ans, quand on a des enfants soi-même, on en a une idée différente. Mais je m'aperçois qu'à 55, on en a encore une très différente. Par conséquent, le roman que l'on écrit à chacun de ces âges
sur le même sujet est un roman complètement différent. Oui, trois œuvres, par exemple, 3 romans peuvent être 3 prises de conscience sur la courbe d'un même problème. Alors, vous parlez justement du thème de la paternité. Il est remarquable que vous y êtes revenu. Et comment expliqueriez-vous, au contraire, certaines absences, comme nous revenons au début de cet entretien où vous parliez du père Fayard, qui vous disait il n'y a pas de gens qui sont amoureux les uns des autres, ou alors il n'y a pas de gens qui sont motivés religieusement? De même qu'il n'y a pas de politique. Il y a 2 choses dont il n'est jamais question dans mes romans, ni d'ailleurs dans mes conversations, c'est de la religion et de la politique. Et je crois que c'est par éducation que j'ai cette sorte de pudeur, car j'appelle ça une pudeur. Je me souviens que mon père, lorsque ma mère lui disait « Mais enfin, pour qui vas-tu voter ?» il disait « Si on a créé un isoloir, c'est parce qu'on n'en parle pas. » Mon père refusait de parler de politique, et mon père refusait de parler de religion. C'est un homme très religieux, mais refusait d'en discuter. Il considérait que la conscience d'un homme est une chose qui lui appartient et dont on ne parle pas. Eh bien, je dirais presque la même chose de l'amour. Remarquez qu'il y a tout de même de l'amour dans certains de mes romans, pas dans tous, mais peut-être pas non plus l'amour tel qu'on l'entend dans la bibliothèque rose ou dans la bibliothèque comme l'entendait M. Fayard, etc., comme l'entendait M. Fayard, et comme j'en mettais dans mes romans populaires, parce que j'ai écrit au moins 50 romans pour jeunes filles, d'autres pour vieilles filles, alors je sais comment on le fait, ça, n'est-ce pas? Je sais cet amour fabriqué. Mais autrement, il y en a tout de même. Mais tout de même, ça, c'est une question de pudeur, vous comprenez? Et la politique, c'est le même La problème. politique aussi. Oh, la politique, c'est peut-être parce que j'ai une assez... comment dirais-je? Je suis assez dégoûté plutôt par la question politique. Je considère que c'est une cuisine qui doit se faire. Il est nécessaire qu'il y en ait, de même qu'il y a des égoutiers. Je n'ai pas envie d'aller dans les égouts pour la cause, n'est-ce pas? Et comme dernière question, il ne reste que quelques secondes. Si votre fils manifestait la tentation de devenir écrivain, qu'est-ce que vous lui diriez? Rien. Je lui dirais tire ton plan. Je ne l'encouragerai pas et je ne le découragerai pas. Eh bien, merci, M. Georges Simenon. De rien. À plusieurs reprises, au cours de l'interview avec M. Simenon, votre nom est revenu dans la conversation et il y a des questions auxquelles il semble que ce soit vous qui puissiez répondre. Par exemple, M. Simenon nous dit, vous savez, moi je ne le sais pas quand je vais écrire un roman, mais ma femme le sait. Je ne sais pas quel signe vous lui demanderez. Eh bien, je vous le demande. Eh bien, vous savez, je crois que je peux parler franchement, oui, puisque ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Vous me permettez? Mais bien sûr, je vous y engage. Je pense que les gens qui ont vraiment beaucoup de talent, pour employer un mot qui est sans doute insuffisant, sont toujours très simples. De sorte qu'il faut déjà, dans leur cas, se débarrasser de l'idée de ce que l'on applique généralement aux primadonnes. Hein? Et particulièrement dans le cas de mon mari, dans la vie courante et même dans sa vie officielle, si vous voulez différencier, c'est un homme, je pense, qui frappe par sa simplicité, par sa bonhomie et sa bonne humeur. Et à un certain moment, au lieu de regarder dehors, il se met à regarder en dedans. Il vous parle, il vous voit, mais c'est glauque, si vous voulez. Et alors à ce moment-là, le premier moment, je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Et puis tout à coup, je me dis mais au fond, non, que je suis bête. Il y a un mois, il y a 2 mois ou 2 mois et demi qu'il n'a pas écrit, ça doit le tarabuster. Alors je me mets à l'examiner d'un peu plus près et je m'aperçois qu'il devient distrait, nerveux. Je ne dirais pas irritable, mais presque. Alors là, comme c'est absolument pas dans sa nature, je sais que ou bien il couvre un rhume, ou alors il va commencer un roman. C'est aussi simple que ça, vous savez. Et quand il s'enferme pour écrire un livre,
il disait que alors vous deveniez une sorte de majordome et que vous deviez prendre charge de tout, parce que lui est abstrait. Oui, vous avez employé un mot majordome. Il y en a qui sont gentils, qui disent cerbère, et il y en a d'autres qui disent chameau. Je suis sûr que je préfère le mien et peut-être qu'il n'est pas encore assez gentil. Et vous, vous vivez maintenant en Europe, bien sûr. Vous vivez en Suisse, Oui. dans ce château que les téléspectateurs ont vu tout à l'heure. Et si je vous demandais votre impression d'être la femme d'un auteur, et je n'emploie pas de terme qualificatif de peur qu'il soit trop faible moi-même, en Europe, comment est-ce que d'être une Canadienne, ça vous a préparé à ça? Nullement. Je crois que sa nationalité ne prépare jamais à être la femme d'un homme, quel qu'il soit. Et je pense qu'en réalité, il y a guère, je vais avoir l'air d'une idiote à mon âge, mais il n'y a guère que l'amour qui peut vous rendre vraiment la femme de quelqu'un. Et je pense que votre réponse est excellente et que l'air idiot des deux n'est pas celui que vous pensez. Je vous remercie, madame.